Nicolas Mérindol est donc avec nous, vice-président de la banque Leonardo en France. Bonjour Nicolas Mérindol. Bonjour. Il ne faut pas trop leur en demander à ces stress tests. C'est ça l'idée quand même. Il ne faut pas leur demander des réponses à des questions qu'on n'a pas posées. Exactement, c'est aussi simple que ça. Je crois qu'il faut prendre trois choses très simples qu'il faut séparer. La première, c'est que ce stress test est peut-être mal nommé, ou en tout cas il est mal compris. Est-ce qu'un stress test est une réponse à tous les risques systémiques de la Terre? Non. Je faisais l'analogie il y a quelque temps avec les tests de voitures automobiles pour avoir l'homologation des mines. Donc c'est un crash test pour rouler à 50, 60 km/h et sauver la vie des passagers. Ça n'est pas un stress test pour un accident sur une autoroute à 130 ou 140 km/h. Donc ce sont deux choses différentes. Donc dans le premier cas, c'est-à-dire est-ce que nous avons des banques suffisamment solides pour résister à des accidents exceptionnels certes, mais j'allais dire courants, non systémiques, non extraordinaires. La réponse est clairement oui. Donc les stress tests, ils sont utiles parce qu'ils permettent d'avoir une meilleure visibilité, une meilleure transparence. Maintenant, deuxièmement, vous avez raison, c'est clair, ce ne sont pas des stress tests qui permettent de dire que les banques vont résister à un risque systémique. Et j'allais dire, le malheur, c'est qu'on n'a jamais été aussi proche d'un risque systémique au moment de la publication de ces tests de résistance. C'est-à-dire que là, on n'est pas en vitesse de croisière, on est plutôt là dans une pente, au volant d'un poids lourd à 140 km/h avec des freins qui sont en train de lâcher, quoi. Non, je prendrais plutôt l'image du précipice. On est sur un plateau. Oui. On est sur un plateau, il n'y a pas de pente, on n'est pas dans une pente qu'on ne contrôle pas, on est sur un plateau et il y a un précipice. Le précipice, c'est la problématique de la dette souveraine. François disait tout à l'heure, dans le fond, traiter le problème de la Grèce, du Portugal ou de l'Irlande, c'est tout à fait supportable par rapport aux fonds propres des banques. Pourquoi pas? Dans le fond, oui, c'est exact. Les banques françaises ont 200 milliards d'euros à peu près de fonds propres et une exposition en valeur absolue sur la Grèce relativement limitée. Et le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que une fois qu'on a accepté une décote, un remboursement partiel de la dette sur la Grèce, alors il faut faire l'analogie sur le Portugal, sur l'Irlande, sur l'Espagne, sur tous les pays qui ne seraient pas notés AAA ou AAA+, même. Et à ce moment-là, on rentre dans une problématique de valorisation qui dépasse très largement la problématique de la Grèce. Mais ça veut dire quoi ça, Nicolas Mérindol? Ça veut dire qu'il faut, si on veut être raisonnable, il faut abandonner l'idée d'une participation du secteur privé pour sauver la Grèce? Alors, ma conviction, c'est que on a mis en place des solutions à court terme, les solutions du FMI, les solutions de financement qui permettent de traiter les échéances 2010, 2011, voire 2012 de la Grèce et des pays qui n'arrivent pas à se refinancer sur les marchés. Ça, ce sont des solutions à court terme. C'est l'histoire du sapeur Camembert. Donc je fais un trou, je le reporte. Non, il faut des solutions à long terme. Et les solutions à long terme, si on veut éviter la contagion, c'est-à-dire traiter toutes les dettes souveraines avec un risque de défaut, ce qui est insupportable pour n'importe quel système financier. D'ailleurs, financier, pas que les banques, y compris les compagnies d'assurance. Je l'ai dit ici à plusieurs reprises, on parle souvent des banques. Les plus exposées, ce sont les assurances vie qui portent de la dette souveraine parce qu'elle était tout simplement AAA. Donc à ce moment-là, ce sont les épargnants qui se retrouveraient touchés. Donc attention, quand on dit faisons payer les banques. Donc la seule solution à moyen long terme, c'est de donner du temps pour que les économies repartent, du temps pour que les économies se redressent, du temps pour rembourser cette dette. Ça veut dire passer par un dispositif fédéral, par une disposition européenne. On a l'impression quand même que les politiques veulent absolument aujourd'hui une participation du secteur privé. C'est la solution politique, la seule solution politique acceptable pour eux. On a l'impression que le prix à payer pour cette participation du secteur privé, ça va être quand même la mise en défaut de la Grèce. Alors défaut sélectif, défaut technique. Il y a encore 15 jours, 3 semaines, quand on évoquait ce risque de défaut de la Grèce, on parlait d'incident de crédit et on avait des banquiers centraux qui nous disaient c'est un cataclysme. On va vers aujourd'hui, au regard alors des résultats de ces stress tests et de ce qu'on sait des expositions des banques, puisqu'elles ont publié leur exposition aux dettes souveraines, le système bancaire européen, vous dites, n'est pas capable d'encaisser le choc d'un défaut même partiel de la Grèce. Absolument, il n'est pas capable parce que encaisser le défaut partiel de la Grèce, c'est traiter toutes les dettes souveraines les unes après les autres avec le même raisonnement, avec un potentiel de non-remboursement. Et à ce moment-là, on rentre dans un risque systémique. Je voudrais vous corriger. Vous dites toutes les politiques voudraient tous faire payer les banques parce que avoir une décote sur la Grèce.
Vous avez raison, la banque, c'est toujours le méchant, le banquier, c'est toujours celui qu'il faut faire payer. Il y a aussi l'idée de dire, ces banquiers, les investisseurs privés ont pris un risque, il est temps aussi que eux aussi assument une partie du risque. C'est vrai, mais ça n'est pas de même nature que les risques qui ont été pris sur les marchés en leur temps où il fallait faire payer les banques. Là, elles étaient triple A, c'est noté. Ce sont les États qui étaient en face. C'est pas tout à fait la même logique. On a tous collectivement les pouvoirs publics, les autorités de tutelle, les banques centrales, les agences de notation, toute l'organisation était basée sur le fait qu'il n'y avait pas de risque de défaut des États souverains. Quand les banques voulaient prendre des risques, elles n'allaient pas sur ces pays-là. Je voudrais vous dire que j'ai été étonné de voir ce week-end 2 candidats à la présidence de la République en France dire François Hollande, Martine Aubry, il faut mettre en place un eurobond européen pour aider ces pays-là, et c'est un problème politique. C'est la première fois que j'entends clairement, en plus de Jean-Louis Borloo... En France, parce qu'ailleurs en Europe, on l'entend quand même assez régulièrement. Tout à fait, ouais. J'entends clairement en France Jean-Louis Borloo, François Hollande dire c'est une problématique politique, il faut que l'Europe prenne ce sujet en main et cesse de reporter et de jouer au sapeur-camembert. Est-ce qu'on est suffisamment au pied du mur ou au bord du gouffre, pour reprendre votre expression, Nicolas Mérindol, justement pour que ce déficit de volonté politique là soit pallié dans les jours à venir, et notamment à l'issue de ce sommet européen de jeudi? Voilà, absolument. C'est ce que nous verrons jeudi. Je crois qu'il n'y aura pas de miracle jeudi pour le lendemain matin. Mais il faut absolument que jeudi, il faut y ait des résultats là. Voilà, il faut qu'il y ait des annonces. Il y aura des dispositions qui permettront à court terme de régler le problème. Et il faut qu'il y ait des annonces qui montrent au marché qu'à moyen long terme, l'Europe s'organise. Alors on appellera ça un dispositif fédéral, on appellera ça un dispositif solidaire, on appellera ça un eurobond, peu importe. Au bout du bout, la solution est une solution politique européenne. Et donc il faut qu'il y ait des signaux fort jeudi pour que le marché se calme. Juste un mot pour finir et revenir sur les résultats même de ces stress tests. Est-ce qu'il y a des surprises malgré tout? Là, c'est vrai qu'on en parlait avec Antoine Larigauderie tout à l'heure. Surprise de voir par exemple des BBVA, des Santander parmi les banques qui ont le mieux passé ces stress tests avec des ratios de solvabilité les plus élevés dans Non, les pas pour les spécialistes. Sincèrement, BBVA et Santander ont toujours été considérés comme des banques extrêmement solides, très performantes dans leur rentabilité, peu exposées en termes de risque, modèle de banque universelle, multimétier, multi-pays, qui permet à chaque fois des relais de croissance quand une activité est faible ou un pays est faible, d'avoir un autre métier de la banque ou un autre pays qui prend le relais. Et parmi les banques françaises, surprise ou pas de voir Crédit Agricole ressortir en tête des meilleurs ratios de solvabilité? Très bonne nouvelle. Un des titres en bourse qui, alors c'est juste un reflet de la réalité, bien sûr, le marché financier, mais un des titres en bourse qui est quand même le plus attaqué, Crédit Agricole. Oui, en fait, à nouveau, on voit que les banques françaises, parce que banque universelle, parce que dynamique de risque, gestion de risque forte, parce que culture des fonds propres solides, bien ancrés, elles montrent leur résistance et leur solidité. Et à l'intérieur des banques françaises, une banque mutualiste qui prend la tête, même si elle est exposée dans ses participations à quelques pays en difficulté en matière de dette souveraine. La Société Générale, là, qui ressort juste. Alors, il faut juste repréciser que le ratio de solvabilité minimum était fixé à 5%, qu'il y avait une zone grise entre 5 et 6%, et que la Société Générale, dans le scénario le plus pessimiste, ressort avec un ratio de solvabilité de 6,6%. Il y a du travail qui a été fait, il y a encore du travail à faire pour la Société Générale. Oui, bien sûr, mais 6,6, ça reste quand même solide. Hein. On est en dessous des 7% qui seront fixés par BAL 3, Nicolas Mérindol. On est en dessous. En fait, il faut se rappeler que les 5%, c'est 2 fois plus que le ratio minimum qui était avant la crise, qui était à 2,5. Ça parle pas aux gens, mais retenons que après la crise et avant la crise, les fonds propres durs à 5, ça représente 2 fois plus. Donc, si vous êtes à 6, au-dessus de 6, c'est encore 30% de plus que les 5. Donc, raisonnons en relatif. La Société Générale est la ratio le plus bas des banques françaises, mais ça reste un exercice quand même qu'elle a passé au-dessus des moyennes et au-dessus des zones sensibles. Elle fait un gros travail de fond et je pense que sa volonté est de poursuivre dans ce sens-là. Merci Nicolas Mérindol d'avoir été avec nous ce matin, vice-président de Banca Leonardo pour la France. Il est 7h31.